Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va lire le début du Seigneur des Anneaux, le tome 3, Le Retour du Roi de Tolkien. Donc le début de l'œuvre, hein, la partie 3. Alors, le premier chapitre s'appelle Minas Tirith. On y va. Pipin regarda au dehors, abrité sous le manteau de Gandalf. Il se demandait s'il était éveillé ou s'il dormait toujours dans ce rêve éveillé dans qu'il avait si souvent enveloppé depuis le début de la grande chevauchée. Le monde enténébré filait à toute allure, et le vent sifflait bruyamment à ses oreilles. Il ne voyait que des étoiles tournoyantes, et loin à sa droite, de vastes ombres devant le ciel où défilaient les montagnes du sud. Somnolent, il essayait de se rappeler les jours et les étapes de leur voyage, mais sa mémoire était confuse et encore à moitié endormie. Il y avait eu, d'abord, la première course effrénée et ininterrompue, puis, au lever du jour, il avait vu un pâle miroitement d'or, et ils étaient arrivés au bourg silencieux et à la maison vide sur la colline. Et à peine avait-il gagné sa sécurité que l'ombre ailée les avait survolés de nouveau, glaçant le cœur des hommes. Mais Gandalf l'avait réconforté par de douces paroles, et Pipin avait dormi dans un coin, fourbu mais inquiet, vaguement conscient du va-et-vient et des conversations des hommes pendant que Gandalf donnait des ordres. Puis encore à cheval dans la nuit. Il y avait maintenant deux, non 3 nuits, qu'il avait regardé dans la pierre, et sur cet affreux souvenir, il se réveilla tout à fait. Puis il frissonna, et la rumeur du vent s'emplit tout à coup de voix menaçantes. Une lueur s'alluma dans le ciel, un flamboiement jaune derrière de noires palissades. Pipin eut un mouvement de recul, un instant effrayé, se demandant dans quel pays horrible Gandalf le conduisait. Il se frotta les yeux, puis il vit que c'était la lune, maintenant presque pleine, montant au-dessus des ombres de l'est. La nuit était donc encore jeune, et le sombre voyage se poursuivrait pendant des heures encore. Il remua et hasarda une question. Où sommes-nous, Gandalf demanda-t-il. Au royaume de Gondor, répondit le magicien. Le pays d'Anorienne défile toujours sous nos yeux. Le silence revint pendant quelque temps. Puis, soudain, qu'est-ce que c'est s'écria Pipin, agrippant la cape de Gandalf. Regardez, un feu rouge. Y a-t-il des dragons dans ce pays? Regardez, en voilà un autre. Gandalf héla son cheval en guise de réponse. En avance, Cadufax. Il faut nous hâter. Le temps presse. Vois, les feux d'alarme du Gondor s'allument, appelant à l'aide. La guerre embrase le pays. Vois, les flammes montent sur l'Amandine, de même que sur Hélénac, et les voici qui se portent rapidement vers l'ouest. Le Nardol, l'Erelas, le Minrimon, le Calenad, enfin le Halifirien, aux frontières du Rohan. Mescadufax ralentit sa course et finit par prendre le pas. Puis il leva la tête et hennit. D'autres hennissements vinrent en réponse. Sortant des ténèbres, et bientôt on entendit le sourd martèlement de sabots au galop. Et 3 cavaliers arrivèrent en trombe. Ils passèrent, volant comme des fantômes, au clair de lune, et ils s'évanouirent dans l'ouest. Alors Scadufax se ramassa et s'élança, et la nuit glissa sur lui tel un vent rugissant. Pipin recommença à sommeiller. Il ne prêtait guère attention à Gandalf, tandis que celui-ci l'entretenait des coutumes du Gondor et des feux d'alarme établis par le seigneur de la cité, au sommet de collines avancées, de chaque côté de la grande chaîne de montagnes, et des postes de garde qu'il maintenait en ces endroits, toujours pourvus de chevaux frais, prêts à emmener ses estafettes vers le Rohan du côté nord, ou vers le Belfalas du côté sud. Il y a longtemps que les feux d'alarme du Nord n'ont pas été allumés, dit-il. Et autrefois, les seigneurs du Gondor n'en avaient aucun besoin, car ils avaient les 7 pierres. Pipin remua avec inquiétude. Rendormez-vous et n'ayez pas peur, dit Gandalf, car vous n'allez pas au Mordor, comme Frodo, mais à Minas Tirith, et c'est un endroit aussi sûr que partout ailleurs, par les temps qui courent. Si le Gondor tombe, ou si l'anneau est pris, le comté ne sera plus un refuge. Vos paroles n'ont rien de rassurant, dit Pipin, mais le sommeil le gagna tout de même. La dernière chose qu'il se rappela,
avant de sombrer dans les profondeurs du rêve, fut un aperçu de hautes cimes blanches, chatoyant sous les rayons de la lune déclinante, comme des îles flottantes au-dessus des nuages. Il se demanda où était Frodo, s'il était déjà au Mordor, ou s'il était mort. Il ne savait pas que Frodo contemplait cette même lune, loin, très loin, au moment où elle se couchait derrière le Gondor, avant l'arrivée du jour. Pipin se réveilla au son d'une conversation. Un autre jour à se cacher, et encore une nuit de voyage, avait passé à la vitesse de l'éclair. La pénombre régnait. L'aube grelottante était de nouveau près de paraître, et ils étaient entourés de brumes grises et froides. Scadufax fumait de sueur, mais il dressait fièrement l'encolure et ne montrait aucun signe de fatigue. Des hommes de grande taille, vêtus de lourdes capes, se tenaient en ombre près de lui et derrière eux. À travers la brume se dessinait un mur de pierre. À moitié délabré, eût-on dit, mais déjà la nuit à peine terminée, on entendait les bruits d'un travail précipité, coups de marteau, tintements de truelles et grincements de roues. Ici et là des feux et des flambeaux jetaient un rougeoiement mat dans le brouillard. Gandalf s'adressait aux hommes qui lui barraient la route, et en prêtant une oreille distraite, Pipin s'aperçut que l'objet de la destruction n'était autre que lui-même. Certes, il est vrai que nous vous connaissons, Mitrandir, dit le chef des hommes rassemblés, et vous connaissez les mots de passe des 7 portes, et êtes libre de continuer. Mais nous ne connaissons pas votre compagnon. Qu'est-ce donc là? Un nain des montagnes du Nord? Nous ne voulons pas d'étrangers chez nous, en ce moment, à moins qu'il ne s'agisse de vaillants hommes d'armes, dont la loyauté et l'assistance nous seraient acquises. Je répondrai de lui devant le siège de Denethor, dit Gandalf. Quant à la valeur, elle ne se mesure pas à la taille. Il a traversé plus de batailles et de périls que vous, Ingold, bien que vous ayez 2 fois sa stature. Et il sort tout juste de l'assaut mené contre Isengard, dont nous apportons des nouvelles. Aussi éprouve-t-il une grande fatigue, sans quoi je le réveillerais. Il s'appelle Peregrine, un homme fort, valeureux. Un homme, fit Ingold, d'un ton dubitatif, et les autres rirent. Un homme, s'écria Pipin, bien réveillé à présent. Un homme, certainement pas. Je suis un hobbit, et pas plus valeureux que je ne suis un homme, sauf peut-être de temps à autre, par nécessité. Ne laissez pas Gandalf vous tromper. Bien des hommes parmi les plus preux ne parleraient pas autrement, dit Ingold. Mais qu'est-ce qu'un hobbit? Un demi-homme, répondit Gandalf. Non pas celui qui a été annoncé, ajouta-t-il, voyant la stupéfaction sur le visage des hommes. Pas lui, mais l'un des siens. Oui, et l'un de ses compagnons de voyage, dit Pipin. Et Boromir de votre cité, qui était avec nous, m'a sauvé dans les neiges du Nord, et finalement il est tombé en me défendant contre de nombreux ennemis. Paix, dit Gandalf, la nouvelle de ce malheur aurait dû être annoncée d'abord au père. On l'a deviné, dit Ingold, car d'étranges présages sont arrivés ici ces jours derniers. Mais passez vite à présent, car le seigneur de Minas Tirith sera désireux de voir quiconque peut lui apporter les dernières nouvelles de son fils, fût-il homme ou Hobbit, dit Pipin, je n'ai pas grand-chose à offrir à votre seigneur, mais si je puis faire quelque chose pour le servir, je le ferai en mémoire de Boromir le brave. Adieu, dit Ingold, et les hommes s'écartèrent devant Scadufax, qui franchit le mur par un étroit portail. Puissiez-vous être de bons conseils pour Denethor, à l'heure de la nécessité, et pour nous tous, Mithrandir, cria Ingold. Mais vous apportez des nouvelles de malheur et de danger, comme c'est votre coutume, dit-on. Parce que je ne viens guère que lorsque mon aide est requise, répondit Gandalf. Et pour ce qui est des conseils à vous, je dirais qu'il est beaucoup trop tard pour réparer le mur du Pélénor. Le courage à présent sera votre meilleure défense contre la tempête qui approche. Le courage et le peu d'espoir que j'apporte. Car toutes mes nouvelles ne sont pas mauvaises, mais laissez là vos truelles et affilez vos épées. Les travaux seront finis avant le soir, dit Ingold. C'est la dernière partie du mur, à préparer pour la défense, la moins exposée aux attaques, car elle regarde vers nos amis du Rohan. Savez-vous ce qu'ils font? Répondront-ils à notre appel, selon vous? Oui, ils viendront, mais ils ont livré plusieurs batailles sur vos arrières. Cette route, ni aucune autre,
ne conduit plus vers la sécurité. Désormais, soyez vigilants. N'eût été Gandalf le corbeau de tourmente. C'est une mer d'ennemis que vous auriez vu déferler de la Norienne, et non des cavaliers du Rohan, et ce pour être encore le cas. Adieu, et ne dormez point. Gandalf entra dans le vaste pays au-delà du Ramass-Secor. Tel était le nom que les hommes du Gondor donnaient au mur extérieur qu'il avait construit au prix de durs labeurs, quand l'Ithilienne était tombée sous l'ombre de leur ennemi. Sur 10 lieues, ou plus, il partait des montagnes pour y revenir ensuite, enfermant dans son enceinte les champs du Pélénor, des terres fertiles et belles sur de longues pentes, et les terrasses qui descendaient jusqu'aux plaines basses de l'Anduin. À son point le plus éloigné, de la grande porte de la cité, au nord-est, la muraille se trouvait à 4 lieues de distance. Et là, juchée sur un talus escarpé, elle dominait les longues plaines en bordure du fleuve. Et ses remparts étaient hauts et forts, car à cet endroit, sur une chaussée bordée de murs, la route partait des gués et des ponts d'Osgiliath, et passait par une porte gardée entre des tours fortifiées. Au point le plus rapproché de la cité, la muraille n'était guère à plus d'une lieue de distance, et ce point se trouvait au sud-est. Là, l'Anduin, formant un long coude afin de contourner les collines des Émines ardennes en Ithilienne du sud, s'incurvait fortement vers l'ouest, et le mur extérieur s'élevait sur sa rive même, et sous lui se trouvaient les quais et les appontements du Harlonde, destinés aux embarcations qui remontaient des fiefs du sud. Les terres au-dedans de l'enceinte étaient riches, avec de vastes cultures et de nombreux vergers, et il y avait des fermes avec fours à houblon et greniers, parcs à moutons et bouveries, et maints petits ruisseaux ondoyants qui coulaient à travers les prés depuis les hautes terres jusqu'à l'Anduin. Pourtant, les bergers et les cultivateurs étaient peu nombreux à y habiter, et la plupart des gens du Gondor vivaient dans les 7 cercles de la cité, ou dans les hautes vallées sur les contreforts des montagnes, au Le Sarnac, ou plus loin au sud, dans le beau les Bénines, aux 5 rapides rivières. Là, entre les montagnes et la mer, vivait un peuple robuste. On considérait ces hommes comme des gens du Gondor, mais ils étaient de sang mêlé, et il y avait parmi eux des gens de courte taille, au teint bistré, dont les ancêtres étaient plus souvent issus des hommes oubliés qui gîtaient parmi les ombres des collines au cours des années sombres, avant la venue des rois. Mais au-delà, dans le grand fief du Belfalas, vivait le prince Imraïl, dans ce château de Dol Amroth, au bord de la mer, et il était de haut lignage, et les siens aussi l'étaient, homme grand et fier, aux yeux d'un gris de mer. Or donc, après quelques minutes de chevauchée, la lumière du jour grandit dans le ciel, et Pipin se secoua et releva la tête. À sa gauche s'étendait une mer de brume qui s'élevait en une ombre morne dans l'est, mais à sa droite, de grandes montagnes dressaient la tête. Elles s'avançaient depuis l'ouest, mais trouvaient ici une fin abrupte et soudaine, comme si, lors du façonnement des terres, le fleuve avait percé une grande barrière, creusant une immense vallée pour en faire un lieu de bataille et de conflit dans les âges à venir. Et là, à l'endroit où se terminaient les montagnes blanches des Ered Nimrei, il vit, comme Gandalf le lui avait annoncé, la sombre masse du mont Mindoliun, les ombres violettes de ses hauts cols et sa haute face blanche dévoilée par le jour croissant. Et sur le genou qu'elle projetait était assis la cité gardée, et ses 7 murs de pierre, si forts et si anciens, qu'elle semblait non pas bâtie de main d'homme, mais sculptée par des géants dans l'ossature de la terre. Ces murs d'un gris indécis, sous les regards ébahis de Pipin, passèrent au blanc, faiblement rossi par l'aurore, et tout à coup, le soleil, franchissant l'ombre de l'est, darda un premier rayon sur la façade de la cité. Alors Pipin ne put réprimer un cri, car la tour d'Ectélion, dressée fièrement derrière le plus haut mur, flamboyait contre le ciel, luisant telle une pointe de perles et d'argent, haute et belle, élancée, et son pinacle étincelait, comme s'il était fait de cristaux, et des bannières blanches se déployèrent au créneau et flottèrent dans la brise matinale, et à ses oreilles retentit une claire sonnerie,
comme de trompettes d'argent. C'est ainsi que Gandalf et Pérégrine se présentèrent à la grande porte des hommes du Gondor, au lever du soleil, et ces bâtons de fer tournèrent sur leurs gonds et cédèrent devant eux. Mithrandir, crièrent les hommes. La tempête est donc bien proche. Elle est sur vous, dit Gandalf. J'ai volé sur ses ailes. Laissez-moi passer. Je dois voir votre seigneur, Denethor, tant que dure son intendance. Quoi qu'il advienne, ceci est la fin du Gondor que vous avez connu. Laissez-moi passer. Alors les hommes reculèrent devant l'autorité de sa voix, et ils cessèrent de le questionner. Mais ils regardèrent avec stupéfaction le hobbit assis devant lui, et le cheval qui les portait, car les gens de la cité usaient peu souvent des chevaux, et l'on en voyait rarement dans leurs rues, hormis ceux qui servaient de monture aux estafettes de leur seigneur. Et ils dirent, c'est là assurément l'un des grands coursiers du roi, du Rohan. Peut-être que les Rohirrim viendront-ils bientôt nous prêter main forte. Mais Scadufax s'engagea fièrement dans le long chemin sinueux qui escaladait la cité. Car Minas Tirith était bâtie de telle sorte qu'elle s'étalait sur 7 niveaux, tous creusés dans la colline, et chacun d'entre eux était entouré d'un mur, et dans chaque mur s'ouvrait une porte. Mais les portes n'étaient pas sur une même ligne. La grande porte du mur de la cité se trouvait à l'est du circuit, mais la suivante était à mi-chemin, au sud, et la troisième à mi-chemin au nord, et ainsi de suite, jusqu'au sommet, de sorte que la route pavée qui grimpait vers la citadelle partait d'abord d'un côté, puis de l'autre, au flanc de la colline. Et chaque fois qu'elle parvenait à la hauteur de la grande porte, elle passait par un tunnel voûté à travers une gigantesque colonne rocheuse, dont l'énorme saillant divisait tous les cercles de la cité en deux, sauf le tout premier. Car grâce en partie au façonnement primitif de la colline, en partie au labeur et au grand savoir-faire d'autrefois, se dressait au fond de la grande place, située derrière la porte, un imposant bastion de pierre, terminant en pointe comme la quille d'un navire, faisant face à l'est. Il s'élevait très haut, jusqu'au niveau du dernier siècle, où il était surmonté d'un rempart, si bien que les occupants de la citadelle pouvaient, tels des marins sur un éminent bâtiment, regarder de son faîte et apercevoir la porte à 700 pieds au-dessous. L'entrée de la citadelle donnait également sur l'est, mais elle était creusée au cœur du rocher. De là, un long passage incliné, éclairé de lanternes, grimpait jusqu'à la 7e porte. Ainsi, pouvait-on atteindre la haute cour et la place de la Fontaine au pied de la tour blanche, haute et élancée. Elle faisait 50 toises de la base au pinacle, où flottait la bannière des intendants à 1000 pieds au-dessus de la plaine. C'en était, à n'en pas douter, une puissante citadelle, imprenable pour toute armée, tant qu'il resterait des hommes d'armes pour la défendre, à moins qu'un adversaire ne pût arriver par derrière, escalader les pentes inférieures du Mindoliun, et parvenir ainsi à l'épaulement étroit qui reliait la colline de Garde à la masse de la montagne. Mais cet épaulement, qui se dressait au niveau du 5e mur, était bordé de hauts remparts jusqu'à l'escarpement qui surplombait son extrémité ouest. Au sein de cet espace s'élevaient les coupoles de tombeaux, demeures des rois et des seigneurs du temps jadis, à jamais silencieuses entre la montagne et la tour. Pipin s'émerveillait toujours plus de contempler cette grande cité de pierre, plus vaste et plus magnifique que tout ce dont il avait pu rêver. Plus grande et plus forte qu'Isengard, et beaucoup plus belle, mais à la vérité, chaque année qui passait la voyait dépérir, et déjà elle était privée de la moitié de la population qui aurait pu y habiter dans le confort. Il passait dans chaque rue, devant chaque grande maison ou cour dont le portail voûté était surmonté de nombreuses lettres gravées aux formes anciennes, étranges et belles, les noms des grands hommes et des grandes familles qui avaient dû y habiter autrefois, se disait Pipin, mais elles étaient désormais silencieuses, et aucun bruit de pas ne résonnait plus sur leur vaste pavage. Aucune voix ne s'entendait dans leur salle, aucun visage ne paraissait à la porte ou aux fenêtres vides. Enfin, sortant des ombres, ils parvinrent à la 7e porte, et le chaud soleil qui brillait au-delà du fleuve
tandis que Frodo arpentait les clairières de l'Ithilien, rayonnait ici sur les murs lisses et les piliers solidement ancrés, et sur la grande arche, dont la clé de voûte était sculptée à la ressemblance d'une majestueuse tête couronnée. Gandalf mit pied à terre, car aucune monture n'était admise dans la citadelle, et Scadufax, cédant à la douce parole de son maître, fut mené à l'écart. Les gardes de la porte étaient vêtus de noir, et coiffés de aumes d'aspect étrange, aux deux formes, avec de longs oreillons très rapprochés du visage, et ces oreillons étaient surmontés d'ailes blanches pareilles à celles d'oiseaux marins, mais les aumes luisaient d'une flamme argent, car ils étaient de mithril véritable, héritage de la gloire de l'ancien temps. Sur leur surcot noir était brodé en blanc un arbre à la floraison de neige, sous une couronne argent et des étoiles aux multiples rayons. C'était la livrée des héritiers d'Elendil, que nul ne portait plus au Gondor, hormis les gardes de la citadelle, devant la cour de la fontaine, où avait autrefois poussé l'arbre blanc. La rumeur de leur venue semblait les avoir précédés, et ils furent aussitôt admis en silence sans être interrogés. Gandalf traversa vivement la cour pavée de blanc. Là, une douce fontaine jouait dans le soleil matinal, entourée d'une pelouse verdoyante, mais au milieu, penché sur le bassin, se dressait un arbre mort, et l'eau dégouttait tristement de ses branches stériles et délabrées, retombant dans le clair bassin. Pipin, se hâtant derrière Gandalf, arrêta son regard sur l'arbre mort. Il était lugubre à voir, et il se demanda pourquoi on le laissait à cet endroit, alors que tout le reste était si bien entretenu. 7 étoiles et 7 pierres et un arbre blanc. Les mots que Gandalf avait murmurés à son oreille lui revinrent à l'esprit. Puis il se trouva aux portes de la grande salle sous la brillante tour, et toujours sur les pas du magicien, il passa des grands huissiers silencieux et pénétra dans les ombres fraîches et sonores de la maison de pierre. Ils traversèrent une allée, longue et vide, et ce faisant, Gandalf parla doucement à Pipin. Attention à ce que vous dites, maître Pérégrine. L'heure n'est pas aux hardiesses de Hobbit. Théoden est un affable vieillard. Denethor est d'une autre espèce, fier et subtil, un homme d'un tout autre lignage, et beaucoup plus puissant, bien qu'il n'ait pas le titre de roi. Mais il s'adressera surtout à vous, et il vous posera bien des questions, car il voudra vous entendre parler de son fils Boromir. Il l'aimait beaucoup, trop peut-être, et cela d'autant plus qu'ils ne se ressemblaient pas. Mais sous le couvert de cet amour, il trouvera plus facile d'apprendre de vous et non de moi ce qu'il désire savoir. Ne lui en dites pas plus qu'il ne le faut, et gardez-vous d'évoquer la mission de Frodo. Je m'occuperai de cela en temps voulu, et ne parlez pas non plus d'Aragorn, à moins d'y être obligé. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'arpenteur? Demanda Pipin à voix basse. Il n'avait pas l'intention de venir ici? Si ça se trouve, on le verra bientôt arriver en personne. Peut-être, peut-être, dit Gandalf, mais s'il vient, ce sera sans doute d'une manière que personne n'attendait, pas même Denethor. Ce sera mieux ainsi. Du moins, il est préférable qu'il vienne sans que nous l'annoncions. Gandalf s'arrêta devant une grande porte de métal poli. Voyez-vous, maître Pipin, il n'y a pas le temps de vous instruire maintenant sur l'histoire du Gondor, même s'il lui était préférable que vous en appreniez quelque chose pendant que vous étiez encore à chaparder dans les nids et à musarder dans les bois du comté. Faites ce que je vous demande. Il n'est guère sage, en apportant à un puissant seigneur la nouvelle de la mort de son héritier, de s'étendre sur la venue d'un homme qui, s'il vient, doit revendiquer la royauté. Cela vous suffit-il? La royauté, s'exclama Pipin, ébahi. Oui, dit Gandalf, si vous marchez depuis tout ce temps, les oreilles bouchées et la tête dans les nuages, réveillez-vous à présent. Il frappa à la porte. La porte s'ouvrit, mais personne ne semblait être là pour l'ouvrir. Pipin se trouva à regarder dans une grande salle. Elle était éclairée par de profondes fenêtres dans les larges allées latérales qui s'étendaient de part et d'autre, derrière les rangées de hauts piliers supportant la voûte. Merci à tous, à bientôt.